On va poursuivre avec cette seconde table ronde qui va porter sur la question des archives et des collections. On a souhaité, pour cette seconde table ronde, aborder cette question, non pas en parlant des grandes structures existantes, comme ça vient d'être indiqué par Jean-Michel Géridan avec la collection de Chaumont, celle du lieu où on se trouve, possiblement celle du CNAP, comme ça a été évoqué tout à l'heure, celle du Musée des Arts Décoratifs, je ne vais pas pouvoir les citer toutes, mais en effet, il y a un certain nombre de collections. Question qui a été abordée dans un graphisme en France en 2007 par un texte de Catherine De Smet. Problématique qui a aussi été évoquée dans un autre graphisme en France en 2018 sur la question de l'exposition de design graphique. Donc toutes ces questions vont être évoquées et par cette seconde table ronde. Merci beaucoup à Mika et aux invités de l'animer. Je leur laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Véronique. On avait envie avec Véronique de reprendre le fil d'une discussion qu'on porte depuis très très longtemps. Je vais pas faire de l'égo-histoire, mais avec Véronique Marié, on s'est rencontrés à l'École des Beaux-Arts de Paris quand elle animait une intervention d'Anthony Mazur. Et ensuite, on a fait une journée d'études en décembre 2021 sur le design ici même, mais en petite salle. On en a fait en 2014, exactement. On a fait une journée d'études en 2014. Une autre en petite salle du Centre Pompidou en 2021. En décembre sur le design graphique, les manières de faire de la recherche, pour vous dire que cette question de la recherche à l'aune des outils du design graphique nous préoccupe et que c'est une question très ouverte qu'on avait envie d'aborder avec vous. 4 voies très différentes que vous avez devant vous aujourd'hui pour évoquer cette thématique. Une voie qui est la mienne, qui vient d'une des plus belles bibliothèques de musées au monde, qui est la bibliothèque Kandinsky. Strasbourg, c'est pas mal aussi, hein. Mais voilà, l'ABK, c'est ma vie. L'ABK, c'est ma vie. Et qu'on est au cœur de ce travail sur les archives, sur ce qu'on appelle documentation, sur ce qu'on appelle imprimer, ce qu'on fait avec. Est-ce que cette matière-là nous fait faire, d'une part. Une voie qui est la vôtre, Gwenaëlle Citerin, qui vient de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Vous êtes en charge des collections art et iconographie à la BNEU Strasbourg et vous allez évoquer avec nous le fonds Jean Alessandrini, donc un dossier que vous avez instruit très très récemment pour la Bibliothèque de Strasbourg. Avec vous, Françoise Adamsbaum, directrice du Musée international des arts modestes à Sète, qui a sa propre logique et sa propre économie de développement documentaire, comme on l'appelle. Et avec vous, Juliette Mermet, on a une petite histoire ensemble qui date du début de cette année. Vous êtes en charge des collections graphiques au musée de l'imprimerie et de la communication graphique à Lyon. Et on a démarré une histoire autour d'un projet qui s'appelle, un projet de recherche, encore une fois, qui s'appelle Culture graphique de la contestation, que nous menons ensemble avec Catherine De Smet et les Beaux-Arts de Paris avec Julien Sirjac, Aurélie Pagès. Et je salue aussi la présence dans la salle de Gilles Daniel, qui a été le chercheur associé de ce projet, docteur en design graphique de l'université de Rennes 2, et une opération qui nous a fait rebattre un peu les cartes des projets de recherche sur le design graphique à partir des sources primaires. Donc c'est un peu la ligne de ces voies différentes, vous les aurez aujourd'hui jusqu'à 12h30 en discussion. Comment on construit une collection, comment on sort et je dois lui rendre hommage. Je dois rendre hommage à Didier Schulman parce qu'il m'avait, mon ancien chef de service et l'ancien directeur de la bibliothèque Kandinsky, qui m'avait dit, mais Mika, aujourd'hui, on est complètement sorti de l'ère de l'accumulation primitive du capital archivistique. Et c'est vrai, on est dans une autre logique. Et je pense que ces logiques-là, on doit les interroger aujourd'hui. Comment on travaille avec une logique des archives papier, avec sa propre économie de traitement, son traitement scientifique. Quel déplacement on vit, on subit, on
on travaille aujourd'hui à l'aune des sources primaires. On a un slogan à la bibliothèque Kandinsky, mettre les sources primaires au travail. Je ne vais pas refaire une présentation de l'université d'été de la BK qui a associé énormément de jeunes designers et graphistes pour penser son journal de l'université d'été, dans tous les formats possibles et disponibles. Je vais vous donner tout de suite la parole, Gwenaëlle, pour évoquer le fonds Jean Alessandrini. Je vous propose une capsule de 10-15 minutes et ensuite on passe à vous, Françoise et Juliette, pour présenter un peu votre travail, pour présenter la collection, pour présenter ce que vous faites avec votre collection. Et j'ai très envie ensuite que la parole circule et qu'on puisse échanger avec vos propres manières de faire et de travailler avec l'archive. Gwenaëlle, c'est à vous. Je vous remercie. Donc bonjour à toutes et à tous. Je fais tout tomber. Donc, le fonds Jean Alessandrini de la BNU. Alors, je ne sais pas si c'est la peine de présenter Jean Alessandrini. Peut-être que si, quand même. Donc, Jean Alessandrini, c'est beaucoup de choses. C'est un typographe, c'est un illustrateur, c'est un écrivain, c'est aussi un théoricien de la lettre. Donc, c'est à la fois beaucoup de choses disparates et en même temps fortement liées entre elles. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir dans ce qui compose ce fonds. Alors, est-ce que je vais dans le bon sens? Oui. Alors, un fonds Alessandrini à la BNU, déjà, pourquoi et comment? Donc, cette acquisition a fait intervenir plusieurs protagonistes. Alors, au départ, évidemment, Jean lui-même, qui était à la recherche depuis quelques années d'une institution pour conserver ses archives. Alors, quand on parle de la totalité des archives de Jean, il y a 3 parties. Donc, la partie graphisme et typographie, la partie illustration et la partie littérature. Nous, c'est pas tout ça qui va nous intéresser, mais j'y reviendrai après. Donc, Jean est à la recherche d'une institution et pour des raisons que j'ignore et que, à la limite, j'ai pas à connaître, je sais que les précédentes discussions n'avaient pas abouti et il s'était ouvert de ses difficultés auprès de ses amis de l'espace européen Gutenberg de Strasbourg, qui est une association, donc comme je vous l'ai mis, qui œuvre à la création d'un conservatoire et atelier des arts graphiques et de l'impression à Strasbourg, et elle regroupe à la fois des praticiens et des historiens de l'imprimé, et c'est cette association avec laquelle on était déjà en contact, donc quand je dis on, c'est-à-dire la BNU, qui nous a alertés sur les intentions de Jean. Donc nous, historiquement, on s'est positionné sur les archives typographiques, puisque ça permettait de faire converger donc 2 des principales lignes d'acquisition de la politique d'acquisition patrimoniale de l'établissement, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'histoire du livre et de l'écriture, puisqu'on a une collection assez riche dans ce domaine, puisqu'elle va des tablettes cunéiformes jusqu'au bois gravé de Gustave Doré, donc ce qui fait entrer Jean, disons d'une façon, par la grande porte dans l'histoire de l'écrit. Et surtout, on a un autre axe qui est très très important, qui est la collecte d'archives au sens large de personnalités régionales. Donc là, je vous en cite quelques exemples. On a un fonds de la compositrice Marie-Jaël, on a des écrits de Hans-Jean Harpe. Récemment, on a des originaux de l'illustratrice Catel Muller qui viennent d'entrer dans les collections, ou les archives de l'éditeur Arfuyen, puisque Jean étant installé à Strasbourg depuis une trentaine d'années, du coup, ça suffisait à rendre son œuvre, alsatique. Et surtout, ce qu'il faut quand même dire, c'est que l'acquisition a été rendue possible grâce à une subvention du FRAB, c'est-à-dire la DRAC du région Grand Est. C'était l'époque faste où on avait des crédits et des subventions. Je pense que maintenant, on aurait malheureusement un petit peu plus de difficultés à acquérir ce type de fonds. Alors, l'entrée des archives à la BNU, donc là, je vais passer rapidement, c'est juste un petit intermède sur la bibliothéconomie et l'archivistique, puisque comme nous sommes une bibliothèque universitaire, on a des outils un petit peu différents, je pense, des autres collègues autour de la table. Alors, le fonds est entré effectivement tout récemment, on était en discussion avec Jean depuis 2021 à peu près, mais l'entrée matérielle du fonds a été réalisée en octobre 2022.
Il y a eu un premier classement qui en fait était plutôt un rangement qui a été fait de façon très rapide. Alors c'est un malheur qui arrive assez régulièrement malheureusement parmi les déménagements, c'est que c'est un fonds qui est particulièrement bien classé et conservé par l'artiste, mais qui s'est trouvé partiellement déclassé pendant le déménagement. Ça, ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Là, pour ce qui est maintenant, on va passer à l'étape de la description, qui est l'étape classique dans une bibliothèque. L'inventaire du fonds est réalisé, donc on sait exactement ce qu'on a dans chaque carton, dans chaque pochette. Maintenant, il va falloir un petit peu réorganiser tout ça et on va passer très prochainement au catalogage, dans un catalogue qui est national, qui est spécifiquement réservé aux archives et aux manuscrits de l'enseignement supérieur, qui est le catalogue Calam. Et là, on espère pouvoir attaquer ça début 2025. Encore quelques petites formations à assurer. Voilà, donc on pourra faire en même temps le traitement matériel du fond, donc c'est-à-dire le reconditionnement et l'estampillage. Là, on a quand même la chance et le luxe d'avoir un tampon qui a été créé spécialement pour nous par Jean Alessandrini pour estampiller le fond, et ce qui permettra aussi donc le reclassement matériel et intellectuel de ce fonds. Et on espère quand même pouvoir, courant 2025, achever le catalogage et pouvoir publier ce qu'on appelle l'outil de recherche, c'est-à-dire en fait l'inventaire précis et détaillé du fonds. Parce que pour l'instant, l'inventaire qu'on a est un inventaire qui n'a d'utilité qu'en interne. Alors, on parle du fonds, mais encore faut-il un petit peu préciser de quoi on parle. Puisqu'il est question d'un fonds graphique et typographique au départ, on était vraiment parti sur l'œuvre typographique, mais avec Jean, les frontières sont toujours un petit peu floues. Alors, le cœur du fonds, c'est quand même bien l'œuvre typographique. Donc, en gros, depuis les années de formation, donc jusqu'aux expérimentations actuelles, puisque Jean continue à travailler et à créer. Disons qu'on peut dire que la période la plus riche de son travail, c'est les années 1960 à 1980, à peu près début des années 80. Et nous avons l'ensemble des caractères achevés et les travaux préparatoires. Donc, travaux préparatoires qui permettent de documenter la méthode de travail assez personnelle de Jean, donc les croquis, des calques, des lettres découpées, etc. Alors, pour tout ce qui est les travaux préparatoires, on n'a pas la totalité. J'ai fait une estimation, on a conservé à peu près les 2/3 des créations de Jean, ce qui doit représenter à peu près une 40aine de caractères en tout. On commence déjà, avec certains caractères, à avoir les frontières très floues entre le graphisme et la typographie, puisqu'on a aussi les collages originaux des lettres du Mirago. Donc le Mirago, qui est un caractère illustré que Jean a créé dans les années 80 à partir de photomontages. Et on a, par exemple, des versions inédites alternatives. Et on a aussi, parce que comme je vous disais, qui continue à travailler, on a des classeurs qui compilent ces travaux en cours sur les exotypes et les métatypes, avec des exemples qui ont été collectés au fil du temps. Alors les exotypes et les métatypes, si vous n'êtes pas familier de la terminologie du codex, les exotypes, ce sont les caractères latins qui sont influencés par les motifs et calligraphie et typographie non latine, et les métatypes qui sont en fait les métatypes ultra-stenciliens, qui sont des caractères expérimentaux dont le dessin est réduit en fait à sa plus simple expression. Disons, l'idée, c'est de voir jusqu'où on peut alléger un caractère tout en le laissant lisible. C'est quelque chose en général qui est plus visuel que conceptuel à expliquer. Donc nous avons aussi, puisque j'en ai déjà un petit peu parlé, le Codex 1980 qui est le cœur un petit peu de son travail de théoricien. Donc c'est une classification qu'il a créée à l'été 79 et qui a, c'est le moins qu'on puisse dire, connu une réception assez polémique dans le milieu, ce qui est d'ailleurs, avec le recul, très très surprenant de voir la violence des réactions. Et ces archives de la classification sont complétées par des collections de Jean. C'est une bibliothèque de travail, donc sa documentation sur la typographie, ainsi que les manuscrits des textes de Jean sur le sujet. On a un autre ensemble, et là c'est encore un ensemble flou entre typographie et graphisme, n'est-ce pas, qui est la revue Typomondo et ses archives. Donc la revue Typomondo, c'est difficile à définir, à résumer, c'est un laboratoire en fait, qui a permis à Jean de diffuser ses expérimentations visuelles et littéraires.
La revue a connu 6 numéros, mais Jean a dirigé les 4 premiers, l'éditeur ayant confié les 2 derniers à d'autres personnes. Et pour chacun des 4 volumes de Jean, nous avons évidemment les fascicules imprimés avec les archives de la revue, donc les épreuves, les maquettes préparatoires, les originaux des mots-images, des photomontages et des typographies qui ont été publiées, puisque la revue est à la fois une revue de graphisme et de typographie, puisqu'elle permettait à Jean de montrer ses créations. Nous avons aussi les originaux de la totalité des mots-images qui ont été conçus et publiés par Jean depuis les années 80. Alors, les mots-images ont connu une actualité récente, puisqu'il y a un volume qui a été publié par une succursale de Gallimard en début d'année. Il s'agit en fait de travaux plastiques qui sont à cheval entre l'illustration et la typographie, mais là, vous en aurez quelques-uns d'illustrations dans les diapos qui vont suivre. Et pour l'œuvre graphique proprement dite, on a pour les éditions Marabout un exemplaire de chacun des livres dont Jean avait conçu la couverture, donc illustration et typographie, dans les années 80, à l'époque à laquelle il tenait pour l'éditeur le rôle de directeur artistique. Et on a aussi quelques maquettes inédites pour des ouvrages parus, mais qui ont mais qui n'ont pas paru pour cause d'abandon de collection. On a un Apax dans l'œuvre de Jean qui est Drapeau les couleurs du monde, qui est son seul ouvrage documentaire, qui documente juste après la chute du mur de Berlin, l'ensemble des drapeaux du monde, et il a redessiné chacun des drapeaux à la gouache, et il a collecté une documentation sur l'histoire à la fois des pays et de ces drapeaux. Et diverses pièces, mais là, certaines mériteraient sans doute une meilleure précision. On a la version finalisée de jeux de société que Jean a fait paraître dans la presse, notamment dans la revue Pilote, à laquelle il a travaillé au début des années 70 avec René Goscinny. La publication pour la jeunesse en lien avec la typographie et les mots-images. On a les archives de Typomanie, que j'aurais d'ailleurs tout aussi bien pu mettre, qui aurait pu faire partie, d'un chapitre à part. Alors Typomanie, c'est un petit peu comme Typomondo. C'est en fait le bilan de l'œuvre graphique et typographique de Jean, à peu près publié en 76-77, si je me souviens bien. C'est un petit peu les prémices de Typomondo, et un ensemble assez intéressant qui est là complètement inédit, qui est le dossier que Jean avait soumis à l'établissement de la Villette pour répondre à un appel d'offres pour redessiner, revoir la ligne graphique de l'établissement. Le dossier n'a pas été retenu, mais nous avons quand même tous les documents que Jean avait préparés. Et là, on sort complètement des archives graphiques et typographiques, mais Jean a joint à cet ensemble-là ses archives littéraires. Donc, c'est-à-dire, en fait, les manuscrits et les tapuscrits de ces différents romans qu'il a publiés aux éditions Phébus, avec une vingtaine à peu près de textes publiés chez divers éditeurs ou collections pour la jeunesse. Et en plus, une particularité, donc un feuilleton qu'il avait publié dans Pilote dans les années 70. Alors, autant je vous ai dit que pour le fonds précédent, l'inventaire était fait, là, pour les archives littéraires, c'est en cours. Alors, la volumétrie du fonds, on l'a estimée, mais je ne sais pas ce que vaut à l'heure actuelle cette estimation. À l'époque, c'était une vingtaine de mètres linéaires. Je ne suis pas sûr qu'après reconditionnement, on y sera. Et j'ajoute quand même ce qui me semble important de signaler, c'est que, par convention, Jean a aussi légué à la BNU ses droits patrimoniaux sur les éléments du fonds. Alors, un point sur la valorisation, sachant que par valorisation, j'ai aussi mis tout ce qui est communication sur l'entrée du fonds. Donc, première étape, c'était la communication, évidemment, sur l'acquisition via les canaux habituels de la BNU. Donc, il y a eu des articles qui ont été publiés dans la revue, avec notamment, pour annoncer l'arrivée du fonds, un entretien avec Jean lui-même. C'est vrai que j'aurais pu préciser, d'ailleurs, que c'est un entretien qui a été réalisé avec Sarah Lang de l'espace européen Gutenberg, qui s'est faite vraiment l'ambassadrice de Jean sur ces dernières années pour vraiment soutenir les acquisitions du fonds. Je pense que sans elle, ce fonds ne serait peut-être pas actuellement à la BNU. Il y a eu quelques billets qui ont été faits aussi sur le blog de la BNU, le blog Lieu de recherche, avec présentation du fonds
qui est un résumé en fait du dossier qui avait été présenté au FRAB, et évidemment pour annoncer un autre article, pour annoncer l'arrivée du fonds dans les collections. Ceci a été relayé par l'espace européen Gutenberg qui nous a vraiment accompagnés tout du long du parcours. Il y a aussi toujours dans la com, un partenariat avec les éditions Typo Facto qui travaillent à la numérisation des caractères de genre, puisque pour l'instant ces caractères ne sont pas encore disponibles à la numérisation, c'est imminent. Et donc il y a un dépliant qui a été fait qui présente ces caractères qui seront numérisés. Alors j'en ai amené un petit lot avec moi, je le mettrai sur la table par la suite. Et il y a d'autres canaux de communication. Alors, c'est un peu anecdotique, mais je peux pas résister à le citer. Donc, Jean lui-même a demandé, aux grandes personnes, donc quand ils ont publié son ABC des mots images, donc il a bien fait préciser à l'achever d'imprimer que ces archives graphiques et typographiques sont à la BNU. Alors pour ce qui est de la valorisation proprement dite, donc il y a une valorisation qui était faite aussi par le service de l'action culturelle. Donc le 16 octobre dernier, donc il y a une conférence qui s'est tenue à l'auditorium de la BNU. Donc nous avons accueilli Jean qui nous a parlé de son parcours. Donc la vidéo est en ligne sur le site, sur la page YouTube de l'espace européen Gutenberg, et nous travaillons actuellement à une exposition dossier sur ce fonds qui sera présenté à la BNU en 2025. Là, c'était aussi un des arguments qu'on a fait valoir pour la demande de subvention, c'est que cette expo se fera dans le cadre des manifestations Strasbourg, capitale mondiale du livre. Ça permettra de faire la clôture un petit peu de cette année, et elle sera accompagnée d'un catalogue pour lequel nous avons quelques signatures prestigieuses, puisque nous avons présente ici Véronique Marié, Olivier Deloignon, Olivier Nineuil, David Rowe et Jean Alessandrini lui-même. Pour ce qui est de la valorisation, la scientifique proprement dite, il y a une première étape qui a été franchie, puisque, je vois que je me suis mal relu dans la diapo, puisque ce fonds a été présenté à des étudiants en deuxième année de master dans le cadre d'une initiation à la recherche et au travail dans les fonds d'archives. Et donc, les archives de Typomondo 1 ont été étudiées par une étudiante en design graphique, elle a rédigé un article, et là, mea culpa, il n'est pas encore en ligne sur le blog de la BNU, mais ça sera bientôt chose faite. Et voilà, et je finirai sur les perspectives de valorisation. Donc là, nous sommes vraiment partenaires, même si les choses restent à finaliser, avec l'espace européen Gutenberg de Strasbourg. Donc il y avait déjà, dès l'acquisition du fonds, un accord de principe entre nous, c'est que la conservation et l'acquisition étaient à la charge de la BNU, et la valorisation devait se faire en commun avec l'espace européen Gutenberg. Donc on est d'accord sur le principe, mais il faut qu'on définisse et qu'on précise les choses un peu plus. Ça fera l'objet d'une convention. Donc ça prendra la forme peut-être et sans doute de dépôt d'œuvres ou d'organisation d'ateliers en commun, de ce genre d'événements. Voilà ce que j'avais à dire, peut-être de façon un peu rapide sur le fonds Jean Alessandrini de la BNU. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe le micro. Merci Gwenaëlle. Moi, je vais garder ma batterie de questions. On va changer peut-être un peu de registre avec vous, Françoise. On part à 7. Alors, à 7, on va... Voilà. Bonjour, je suis Françoise Adamsbaum, donc directrice du MIAM à 7. Je voulais d'abord remercier Véronique Marié, Mika et Gaël Maury qui a fait la mise en relation et avec qui on collabore beaucoup en ce moment. Je vous expliquerai un petit peu plus loin. Donc je vais me permettre de revenir un petit peu sur les basiques du MIAM parce que j'ai le sentiment qu'on est un peu différent peut-être de toutes les entités ou toutes les institutions dont vous parlez ici. Et je reviendrai aussi sur la question que tu m'as posée, Véronique, et ce pourquoi tu m'as appelé à venir ici, qui est peut-être aussi un peu atypique par rapport au contexte. Donc le MIAM à 7, c'est un musée qui a été monté en 2000, donc il y a 25 ans d'âge aujourd'hui.
qui s'appelle Musée international des arts modestes et qui est né de la rencontre de 2 artistes qui s'appellent Hervé Di Rosa, qui a fait une exposition au centre il n'y a pas très longtemps, et Bernard Belluc. Alors je dirais que ce musée, c'est la partie conceptuelle peut-être de l'œuvre d'Hervé Di Rosa, que vous connaissez peut-être comme artiste plasticien par ailleurs. Donc quel est l'objet de ce musée? C'est dans l'autre sens. Voilà. Donc avec ce musée, il y a une notion qui a été introduite qui s'appelle les arts modestes. Je suis pas sûre que tout le monde soit familier avec ce concept ou cette notion. Donc les arts modestes, en fait, c'est la découverte et la déhiérarchisation de l'ensemble des territoires de l'art. Donc, je m'explique. On travaille beaucoup avec ce genre de cartes où on localise en fait des territoires de l'art qui peuvent être souvent marginaux ou peut-être parfois un peu méprisés. Et on essaye à chaque fois d'enrichir les cartes, de dénicher des nouveaux territoires de l'art qui peuvent être des intersections, comme par exemple ce dont je vais vous parler après, l'intersection des arts appliqués et des arts modestes, qu'on appelle arts modestes et appliqués. Et c'était aussi en réaction, en 2000, on parlait, et toujours maintenant d'ailleurs, on parlait beaucoup d'art contemporain, tout simplement, ce qu'on appelle couramment le mainstream, qui était un peu posé pas en supérieur, mais quand même on en entendait beaucoup parler. Et nous, on pensait que tous les autres arts, que ce soit les arts déco, l'art brut, les arts graphiques, etc., c'était au même niveau que l'art contemporain, et qui plus est que l'art contemporain, en fait, s'inspirait beaucoup de toutes ces sources populaires, graphiques, etc. Donc on voulait rétablir comme ça un niveau qui serait le même pour toutes ces cartes de l'art. Donc ça, c'est je dirais la colonne vertébrale du MIAM, qui a été imprimé par le premier artiste qui s'appelle Hervé Di Rosa, et le deuxième artiste, Bernard Belluc. C'est un artiste qui vient de la région de Montpellier, qui est un petit peu un ramassaïr, comme on dit là-bas, et qui a collectionné des objets depuis les années 70, qui sont des objets qui peuvent être des emballages, par exemple, qui peuvent être... ce sont pas des objets précieux, mais ce sont des objets qui sont justement très difficiles à collectionner. Par exemple, ça peut être des emballages de Malabar ou de Carambar, et c'est cet aspect esthétique qu'a donné Bernard Belluc, qui a imprimé la notion complémentaire qui vient avec celle des arts modestes. Et au dernier étage, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont venus visiter le musée. Si ce n'est pas le cas, vous êtes les bienvenus. Au dernier étage du musée, puisque le musée se situe sur 3 étages, on a des grosses vitrines qui ont été acquises par la ville de Sète et qui mettent en place, en fait, tous ces objets ramassés par Bernard Belluc. Si à ce stade-là, vous avez des questions et qui sont importantes pour la suite de ce que j'ai à dire, n'hésitez pas à les poser, parce que je sais que c'est pas toujours évident, ces arts modestes. En fait, chacun, en lisant la terminologie art modeste, a une idée des arts modestes, mais c'est en plus, c'est une notion évolutive et c'est finalement une notion assez complexe assez difficile à comprendre, même pour nous qui travaillons en interne. Donc là, sur cette carte-là, si vous regardez bien celle d'avant, vous allez voir que si vous regardez dans la partie basse gauche, il y a une région en fait qui demandait à être presque nommée entre art décoratif et art graphique. Donc je vous mets la diapo d'après. Vous voyez qu'on a rajouté art appliqué. Parce que quand j'ai rencontré, quand Gaëlle Maury de la Fenêtre est venue me voir et m'a dit qu'elle pensait qu'il y avait une vraie intersection entre les arts appliqués et les arts modestes, la région n'existait pas. Donc,
comme moi j'ai pensé que effectivement cette mise en avant était extrêmement pertinente, qui venait c'était l'idée de Gaël et l'idée de la fenêtre. J'ai demandé à Dirosa, qui travaille sur ces cartes, de nous refaire une carte en ajoutant les arts appliqués. Alors la raison de ma venue ici, enfin la motivation de Véronique, je crois, et que justement, comme on n'est pas un lieu, je dirais, coutumier de posséder des objets de design graphique, enfin vous les appelez comme ça, mais nous on les appelait pas du tout comme ça. Ça l'intéressait de connaître et de vous faire connaître pourquoi finalement on se retrouvait avec ces objets de design graphique dans des réserves où a priori on n'avait que des œuvres d'art. Alors, du coup, moi, j'ai beaucoup regardé les collections grâce à l'impulsion de Véronique. Donc, dans nos collections, on a à peu près 10 à 20 000 pièces. Donc, on a des grosses réserves en dehors du musée, puisque le musée, en fait, c'est une superficie de 1000 mètres carrés environ. Et je me suis rendu compte qu'on avait effectivement pas mal d'objets de design graphique, mais qu'on n'appelait pas comme ça. Alors, quelques chiffres quand même sur le musée. Donc, c'est 25 ans d'existence, 50 000 à peu près spectateurs par an, et à notre actif, une cinquantaine d'expositions depuis 25 ans. Nos expositions sont de plus en plus coûteuses, à des subventions qui restent à niveau, donc je vais pas revenir sur le problème des subventions que vous avez pas mal évoqué. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je rallonge un petit peu les expos pour avoir des expositions qui restent de haute qualité, et ça me permet comme ça d'arriver à travailler avec des subventions qui restent à niveau. Alors cette première pièce, alors je sais pas si vous l'appelez objet de design graphique, cette pièce. C'est en fait une pièce d'un artiste contemporain africain qui est mort aujourd'hui, qui est très connu, qui a été exposé ici au Magicien de la Terre il y a une trentaine d'années environ. L'artiste en question s'appelle Isaac Bodi Kingeles. C'est un artiste qui a été aussi exposé à la Fondation Pinault il y a pas très très longtemps. C'est aujourd'hui un des artistes contemporains les plus connus, africains les plus connus, les plus coûteux. On a même prêté la pièce au MoMA. Il y a quelques années, elle était dans le hall du MoMA. Et on l'a prêtée aussi récemment, il y a 2 ans, dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Modeste et appliquée. Je vais vous montrer le catalogue, le petit catalogue. J'ai dû le laisser là-bas. Donc, au Centre d'Art, La Fenêtre, avec... Ouais, tiens, si tu veux bien me le passer, parce que c'est très important dans le déroulé de ma présence ici. En fait, quand Gaël Maury est venu me voir, j'ai trouvé que l'idée était vraiment intéressante et avait jamais été faite. On a fait une première exposition qui s'appelle Modeste et appliquée, à La Fenêtre, qui était une exposition qui était vraiment au croisement du Miam et de ce que pouvait exposer La Fenêtre. Et la maquette était exposée. Voilà. Donc c'était un grand moment pour nous. Alors, je sais pas si vous l'appelez objet de design graphique. Non, pas vraiment. Mais bon, en tout cas, Gaël l'avait sélectionné pour cette exposition. C'est vrai que c'est une œuvre d'art si on la voit parce que c'est constitué d'éléments composites, mais chacun de ces éléments composites est à caractère, je pense, assez graphique. Donc, nos réserves sont constituées de 10 à 20 000 pièces qui sont constituées notamment, et c'est une des raisons pour laquelle je suis ici, de collections de papier d'agrumes. Alors, je voulais présenter volontairement comme ça, parce qu'en fait, c'est une approche qui est quasi conceptuelle, qui est vraiment intermédiaire entre l'art populaire, le graphisme, l'art contemporain même, puisque c'est une approche très conceptuelle. On a eu plusieurs donations de papier de Clémentine au Miam qu'on a accepté.
On a eu, alors il y avait plusieurs privés, une donation qui s'appelle la collection Pascal Casson qui est énorme, mais on a eu aussi une donation de la part du Musée des Arts Déco, de plusieurs particuliers. Ça c'est la collection Casson qui est énorme, et la Fenêtre, encore une fois, dans l'exposition Modeste et appliquée, avait présenté à la fois des papiers de Clémentine isolés que je vais vous montrer après, mais aussi la manière dont la collection était présentée. Alors, je vais faire une petite latérale. On nous propose beaucoup de donations aujourd'hui. Alors, pourquoi on les accepte ? Quels sont les critères ? Comment on les classe ? C'est assez intéressant. Alors, comment on les accepte ? C'est presque intuitif, en fait. Et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est comme ça qu'elles se retrouvent chez nous. Alors pourquoi on nous les propose à nous concernant les papiers de Clémentine, c'est parce que je pense que c'est lié à l'art populaire. C'est-à-dire que le propriétaire, souvent ses enfants sont pas intéressés par garder la collection, donc c'est des œuvres d'une vie. Donc ils viennent nous voir et peut-être qu'ils n'ont pas trouvé vraiment d'autres institutions. Ils se disent le Miam, ils savent pas très bien, les arts modestes, personne comprend forcément très bien. Et ils viennent nous voir, et moi je réfléchis déjà si je vais proposer l'acceptation de la donation au conseil d'administration. Et c'est un peu intuitif en fait. C'est ça par exemple, pour moi c'est génial, c'est du pain béni, parce que c'est de l'art conceptuel, de l'art populaire, du graphisme. Donc on est vraiment au croisement de plusieurs territoires de l'art. Donc pour moi, ça rentre au Miam, c'est vraiment excellent. Et après, avec tout ce qu'on a développé avec Gaël Maury sur les papiers d'agrumes, je vais vous en parler après, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà. Alors, les papiers d'agrumes, ça c'est un vaste sujet, puisque à la suite de l'exposition qu'on a faite à la Fenêtre, on a trouvé ça tellement intéressant avec Gaël, qu'on a lancé un appel à résidence de recherche. Donc on a eu la chance d'avoir un M28, puisqu'à l'époque la région de Montpellier plus les villes du bassin de Thau se présentaient à la candidature européenne pour être capitale de la culture. Bon, on n'a pas gagné, mais peu importe, puisque finalement l'intérêt de ces candidatures, c'est de fédérer une région plutôt que, enfin c'est bien de gagner, mais c'est pas grave de pas gagner. Voilà. Et donc, on a lancé une résidence de recherche qui a été gagnée par Rovo, Gaël Sandré et Sébastien Degey, qui ont travaillé pendant déjà maintenant, ça doit faire une bonne année, qui travaillent autour de cette résidence de recherche. Et c'était tellement intéressant que moi, j'ai proposé à Gaël, comme exposition, celle qui va suivre l'exposition actuelle, de faire une exposition où on exploiterait en fait cette résidence de recherche et on la convertirait en exposition. Donc avec des papiers de Clémentine, des latérales sur d'autres sujets, sur de l'art contemporain, sur l'émancipation du motif, et on est 4 commissaires, donc Gaël Maury, moi-même, et puis le duo de designers Rovo. Parce qu'on se rend compte sur ces papiers, finalement, bon, par exemple, ce papier-là est très graphique, même si au centre, alors je sais pas si avec la lumière vous voyez, mais au centre vous avez un motif d'art populaire en fait. Donc c'est à la fois vraiment du design et de l'art populaire, et on a des croisements vraiment très intéressants. Bon, là on est, moi je dirais, sur de l'art abstrait et de l'art populaire. Donc c'est vraiment c'est pour ça que, pour répondre à la question de Véronique, pourquoi ces collections se retrouvent chez nous, c'est que on est pile sur les arts modestes, puisqu'on est sur des objets d'art ou de design graphique qui réunissent plusieurs territoires. Voilà, là on est, est-ce que c'est du hop art? Est-ce que c'est de l'art abstrait? Est-ce que c'est de l'art géométrique? Est-ce que c'est de l'art populaire? Donc c'est tout un tas de questions qui sont passionnantes et qui justifient le fait que ces collections soient chez nous. Pardonnez-moi, l'identité de celui qui a réuni l'ensemble,
Vous la décrivez. Alors ça va être pas mal décrit dans l'exposition. Enfin, on va en parler. Après, l'identité, c'est un petit peu comme tous les collectionneurs, c'est-à-dire que c'est finalement des individus ou des collectifs qui ont une obsession, une névrose, enfin on peut appeler ça comme on veut, et c'est l'œuvre d'une vie, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à collectionner cet objet qui est le papier d'agrumes, mais c'est d'autant plus difficile que l'objet n'a pas de valeur a priori. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile, comme je vous disais au début, de collectionner des objets de valeur que des objets qui sont pas de valeur, parce qu'ils sont déchirés, ils sont mal classés, alors que lui, c'est incroyable comment il les a classés. La collection du musée des Arts Déco que j'ai reçue, bon, comme c'était une institution, en fait, eux en ont aussi, mais elle était classée vraiment à plat, dans des caisses super bien classées et tout ça. C'était pas du tout le même classement, parce que le classement aussi est hyper intéressant. C'est-à-dire pourquoi ça arrive classé comme ça et pourquoi l'autre va arriver classé différemment, etc. Mais il n'y a pas de profil du collectionneur de papier d'agrumes. On l'a pas encore. Peut-être que le duo de Rovo va nous trouver ça. Et l'exposition au Miam l'année prochaine va avoir un très beau nom qu'a trouvé Rovo et qui a été validé par les 4 commissaires. C'est Superbe Marché. On est très très content de ce nom. Alors là, je vous ai mis plus un patchwork, parce que j'aime bien les voir en solo, mais j'aime bien les voir aussi en patchwork. Et encore une fois, c'est du pop art, c'est de l'abstrait, c'est de l'art géométrique, c'est vraiment on est pile dans le cœur de sujet du Miam. Mais je crois même que peut-être on est l'entité la plus juste peut-être pour récupérer ces collections. Voilà. Donc là, je reviens sur l'exposition modeste et appliquée que nous avions fait avec Gaël en 22. Donc l'exposition se trouvait à la Fenêtre à Montpellier. Mais c'était assez intéressant parce que bien qu'étant très proche, Sète et Montpellier, il n'y a pas beaucoup de croisements d'expositions, et je dirais que chaque musée ou chaque entité reste bien sur Montpellier ou sur Sète. Donc ça a beaucoup intéressé le territoire et M28, qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Même si nos sujets sont différents, si la taille des structures est différente, ils ont beaucoup aimé ce rapprochement, ce qui d'ailleurs nous a facilité les choses, parce qu'on a eu, bon, pas des financements dingues, hein, je vous rassure, mais on a eu des petits financements qui nous ont quand même aidés à faire ce qu'on avait envie de faire. On a pu faire cette publication. Il nous en reste, donc si ça vous intéresse, on peut vous en envoyer ou vous en fournir. Et surtout, ça a été le début d'une collaboration qui était pas du tout, même dans notre champ à nous, quoi. On n'y avait pas pensé. Donc c'est super intéressant. Et moi, je sais que tout l'environnement du Miam, le conseil d'administration du Miam, tout ça, ils étaient vraiment hyper intéressés par ce nouveau champ d'action. Et je crois, Gaëlle, que chez toi, c'était pareil, quoi. Ton conseil d'administration était vraiment... On va peut-être accélérer un tout pardon. afin que Juliette puisse pardon. évoquer aussi. Combien de minutes 3 minutes 2. Alors, ça, ce sont des cordels mexicains. Donc c'est pour répondre à la question de Véronique, quels sont tes objets dans tes collections qui rentrent dans le champ d'application. Donc ça, c'est merveilleux, et je pense qu'on peut appeler ça objet de design graphique. Donc ça, on en a beaucoup chez nous. Alors on valorise par les hors-les-murs, par bon, j'en parlerai après s'il me reste 2 minutes. Ça c'est les cordels encore, parce que j'ai sélectionné plein de... Voilà. Ça, c'est les enseignes africaines, avec des choses aussi extrêmement graphiques. Je pense à l'expo super. Donc ça, c'est le mur d'une exposition qu'on a fait dans un des plus grands musées de Lisbonne l'année dernière, au MAT à Lisbonne. Musée, c'est un musée vraiment magnifique. Voilà. Donc là, je crois qu'on est aussi dans le cœur du sujet. Donc là j'ai pris les plus graphiques.
Voilà. Et voilà. Et superbe. J'ai fini. Superbe. Bon, on va revenir au Cordel, mais parce qu'on en a aussi. Mais Juliette. Voilà, pardon. Je vous passe il n'y a aucun problème. Juliette, je vous passe la parole parce que vous avez un autre registre aussi de paroles, de collection, de nature de collection. Vous héritez dans l'intitulé de votre institution le terme de communication, sémiologie 70-80. Donc, revenons un peu sur vos collections à vous. Au musée de l'imprimerie et de la communication graphique, c'est très long. Donc on a des collections qui vont de l'incunable, du livre ancien, aux étiquettes de pastilles Vichy, aux éphéméras. Donc on a une énorme collection d'éphéméras, ces objets qui n'étaient pas destinés à être collectionnés, qui l'ont été, qui viennent notamment de fonds d'imprimerie, qui ont été donnés au musée. Un musée qui a ouvert en 1964 et donc depuis, les imprimeries ont donné certains fonds d'archives professionnelles en fait et ça a formé ces collections. Et on a aussi des collections d'estampes de gravure. Donc mon travail au départ en rentrant au musée de l'imprimerie et de la communication graphique, c'était de de cartographier un petit peu ces collections et d'essayer de voir de quoi était composée cette collection design graphique. Cette question de terminologie, de territoire était très contraignante puisque l'histoire des acquisitions du musée n'ont pas été faites. Est-ce qu'on acquiert des livres, des estampes ou des affiches du design graphique? C'était plutôt montrer toutes les techniques d'impression et d'imprimier qui existaient. Et donc, par la force des choses, ont été acquises différentes typologies d'objets, dont maintenant une grosse partie peut rentrer sous la dénomination design graphique. Mais ça suppose des contraintes en fait de les qualifier comme ceci, puisque tout l'enjeu au musée par les expositions est d'éclater un petit peu ces catégorisations pour lier nos objets. Sinon, on est très restreint dans ce qu'on peut raconter de l'imprimerie, des techniques, du design graphique, mais surtout, il y a beaucoup de questions de multiples. On en parlait tout à l'heure. En fait, toutes nos collections, ce sont que des multiples. Et comme on a un musée municipal avec l'appellation Musée de France, on a l'obligation réglementaire, mais aussi, comment dire, c'est notre travail et un métier passion, comme on dit, de conserver ces objets, ces multiples, non pas pour leur valeur unique, mais pour leur valeur sociale, ce qu'elles racontent, leur valeur technique et leur valeur graphique. Et en fait, moi, je vois une histoire graphique à raconter depuis l'incunable jusqu'aux dernières affiches acquises par le musée. Et donc, pour parler de la valorisation des archives, parce qu'on a beaucoup de fonds d'archives dans nos collections, j'avais envie de parler d'un cas pratique qui est notre prochaine exposition, manière subtile de présenter notre prochaine exposition, qui est une exposition dont la commissaire est Paul Palacios, qui est là aujourd'hui avec moi, qui va s'intituler Jean-Luc Godard, le typographe à la caméra. Et donc, j'ai parlé de projet d'exposition. Là, on a beaucoup plus... c'est beaucoup plus qu'un projet maintenant. On est en plein dedans. Et donc, ce projet, cette exposition va tenter de montrer les gestes typographiques de Jean-Luc Godard, comment il utilise la typographie à l'écran, dans ses inserts, ses cartons, ses génériques, ses dossiers de presse également. Et nous, avec nos collections, notamment, un exemple, c'est toutes les publications de la Fonderie Olive, les caractères Noël, faire écho et décortiquer un peu ces gestes typographiques et faire le lien avec d'autres figures, et notamment on va beaucoup parler de Maximilien Vox dans cette exposition, puisque Jean-Luc Godard a donc des liens familiaux avec Maximilien Vox. Voilà. Et que Maximilien Vox et donc les rencontres de Lure, puisque c'était ça l'objet de ma présentation, j'en oublie
le pourquoi du comment. C'était de présenter ce fonds des archives de l'association des rencontres de Lure, puisque en 1994, l'association des rencontres internationales de Lure, à ce moment-là, ça s'appelait comme ça, en la personne de Marc Combier, a fait une donation au musée de toutes ses archives professionnelles. Donc on a à la fois toutes les programmations, la comptabilité et les correspondances des membres des rencontres de Lure. Et quels seraient les liens entre Jean-Luc Godard et les rencontres de Lure? Jean-Luc Godard n'a jamais été invité à Lure, mais il a été programmé à Lure, notamment donc en 1976. Et donc, une manière de valoriser ce fonds d'archives a été grâce au prisme proposé par les recherches de Paul, c'était d'identifier la cinéphilie des membres des rencontres de Lure, comment était présenté le cinéma, les documentaires, est-ce qu'il y avait des projections et quelles étaient les recherches des membres des rencontres de Lure sur l'image animée et la communication par l'image. Et donc, on a dans ce fonds notamment une série de photographies donc de Denis Briard, Roger Deloy et Jean Dieuzède, qui a photographié tous les étés à Lure pendant une dizaine d'années toute la programmation. Donc là, j'ai essayé de ressortir les photographies où on voyait des projections. Vous pouvez voir que ces photographies sont dans un état assez critique, bien que numérisé. C'est tout l'enjeu aussi pour nous au musée, quand on reçoit des chercheuses comme Paul, c'est de s'intéresser de nouveau, avec un nouveau regard à ces fonds d'archives, et d'identifier clairement un champ de restauration. Donc on a mis en place un plan de restauration pour ces archives de Lure qui ont subi je pense, un dégât des eaux à un moment de leur existence. Et donc, cette valorisation par la recherche et par l'exposition va nous permettre de mieux connaître, de mieux conserver ce fonds qui est, à bien des égards, très intéressant pour un musée qui parle beaucoup de communication visuelle, communication graphique, design graphique. Enfin, les termes sont nombreux. J'ai remis cette slide. C'était pour montrer un peu les typologies. On va avoir des images de films, des spécimens de caractères, des publications, par exemple, de Maximilien Vox, comme Faisons le point, et aussi le musée, j'ai oublié cette partie qui est quand même très importante, on a eu toute une collection de caractères typographiques et de casses. Donc on peut montrer au public pour cette exposition que Jean-Luc Godard utilise la police anti-colive, les spécimens et les caractères en plomb. Et en fait, c'est parce que je vais à l'envers, c'est pour ça. Donc voilà, c'était pour montrer le fond des rencontres de Lure se présente à peu près comme ça, une accumulation extrêmement nombreuse de dépliants de programmes, de dépliants affiches, donc d'affiches programmes. Et donc vous aurez remarqué que j'ai pas beaucoup parlé de scénographie, c'est-à-dire maintenant le fond est bien documenté, comment le mettre dans l'espace et faire un choix, une sélection, puisque ces documents nous intéressent par leur fond, puisqu'ils montrent que le cinéma était présent à Lure, Jean-Luc Godard aussi dans les discussions, même s'il n'était pas présent physiquement. Et tout à la fois, ces objets sont des sources primaires et des objets graphiques que nous voulons exposer comme des œuvres d'art graphique. Donc, c'est faire un choix parmi ce fond, hiérarchisé, et ça, la scénographie peut le permettre, peut aider. C'est pas du tout mon domaine, et c'est pour ça que, pour cette exposition, on a proposé à nos graphistes syndicats de réfléchir à un système scénographique. Travailler sur ce fond des rencontres de Lure m'a permis de rebondir sur d'autres fonds que nous avons au musée, et notamment le fonds de Fernand Baudin, puisque quand Fernand Baudin a appris que les rencontres de Lure nous avaient donné leurs archives professionnelles, il a lui-même fait un travail d'archiviste chez lui, et il a sélectionné tout ce qui était en lien avec Maximilien Vox et les rencontres de Lure, et il nous a fait à son tour un don en 1999
de ces archives-là. Et dans ces archives, pour l'exposition, j'ai fouillé, donc ouvert toutes les boîtes, puisque donc ces fonds n'étaient pas catalogués. On a un numéro d'inventaire pour tout le fonds avec, je cite, quelques milliers de pièces comme catalogage. Et donc, dans ce fonds, j'ai pu retrouver une maquette non publiée de Maximilien Vox, donc une maquette de sa classification destinée à une publication anglaise, donc qui n'a jamais abouti et qui a été donnée par Flavien Monod à Fernand Baudin lorsqu'ils préparaient ensemble le dossier hommage à Vox. Et donc, après avoir travaillé plutôt sur Jean-Luc Godard avec Paul, le fait de découvrir cette maquette et sa mise en page nous a un peu chamboulé les plans des différentes salles. Et donc, Paul a décidé de mettre en regard cette maquette avec les maquettes d'histoire du cinéma de Jean-Luc Godard, puisqu'il y a cette association images et textes et une association qui est à la fois culturelle, c'est-à-dire que là, on peut avoir un petit accès au musée imaginaire de Maximilien Vox, comme on a un accès au musée imaginaire de Jean-Luc Godard dans Histoire du cinéma. Et cette association d'images de l'histoire de l'art avec les familles de police de caractère a à la fois un côté poétique et un côté une proposition graphique où la confrontation dans nos espaces d'exposition va permettre de faire dialoguer en fait ces fonds d'archives. Là où je voulais en venir, c'est plutôt comment faire parler ces archives une fois qu'on les a documentées. Il y a certaines personnes, je pense notamment à notre directeur Joseph Beltan, qui pensent que c'est difficile de faire parler les archives, il y a quelque chose de très impersonnel et que l'émotion dégagée par ces objets n'est pas forcément facile à transmettre. Donc, comment faire parler ces archives? Le choix qui va être fait dans cette exposition, c'est de confronter ces archives à d'autres productions. Et donc, aux rencontres de Lure, on se rend compte que Chris Marker était programmé, on va parler de Marguerite Duras, de Chris Marker, de Roman Sislevich, dans cette salle qui ne sera pas consacrée aux rencontres de Lure, mais qui va permettre de mettre en valeur ce fonds par la confrontation et en décortiquant, notamment grâce à la personnalité de Gérard Blanchard, qui insuffle ce goût pour le cinéma et l'audiovisuel aux rencontres de Lure. Donc, dans ce fonds, nous avons une boîte consacrée à Gérard Blanchard, dans laquelle j'ai retrouvé un de ses cahiers qu'il avait dédié à Maximilien Vox, où il analyse la cinématographie du livre. Et il publie 20 ans plus tard Audio Scripto Visuel, donc une conférence qu'il destine aux rencontres de Lure en 1976, ce qui montre une persistance de cet intérêt pour les mutations des mises en page du livre à l'image. Et donc c'est en décortiquant, en retrouvant des photos, en mettant des visages sur ces documents d'archives qu'on espère, dans cette exposition, faire parler ces archives et donner envie en fait d'aller au-delà des traces que nous laissent ces archives. Voilà, donc là j'ai mis un exemple de programme, de compte rendu des rencontres de Lure de 1963 qui a été mis en page entre autres par Fernand Baudin, où on a à la fois une mise en page des archives déjà réalisées en temps réel par Denis Bria et Roger Deloy face au compte-rendu des recherches lancées à Lure. Et donc ce programme va nous intéresser par deux aspects, son aspect graphique et son aspect de résumé des débats de Lure. Ah, voilà, c'est la fin. Juste vous dire que cette exposition ouvre le 31 janvier et que vous êtes tous et toutes bienvenus à Lyon. Super, merci beaucoup.
Je ne vais pas accaparer la discussion, je vais l'ouvrir tout de suite à la salle. Il me semble qu'il y a plusieurs points quand même qui ressortent de vos 3 présentations. Comment décrire, comment mettre des mots aussi, quel descripteur on utilise sur ces archives, comment sortir aussi de ce régime de matérialité des archives. Que faites-vous avec vos propres archives numériques finalement aujourd'hui? Comment vous les collectez, comment vous les stockez, comment vous allez penser les pérenniser, les transmettre pour qu'elles soient lisibles d'ici 120 ans. C'est un enjeu crucial. Ce sont 2 enjeux cruciaux. Archives recherche, comme toujours. On va pas épuiser le sujet aujourd'hui, je pense, mais je vous invite à poser peut-être vos questions à Françoise, Gwenaëlle et Juliette. Moi, je vais juste faire un petit insert parce que, au regard du travail sur les rencontres de Lure, peut-être mentionné comme une ressource, un site internet qui a été mis en ligne par les rencontres à l'occasion de leur 70e anniversaire, qui s'appelle la timelure.org. Oh, pardon. On appelle timelure chronologie.delure.org. Pardon. Mais en tout cas, c'est une ressource très très intéressante pour voir un petit peu toute l'histoire avec tous les documents, les scans. C'est un très très gros travail historique, très intéressant pour se replonger dans cet événement dont on a d'ailleurs parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, bonjour. Moi, j'avais une question concernant Je suis Victor Guégan, donc j'interviendrai tout à l'heure pour la table typographie. Je suis responsable de la collection des livres d'artistes à la bibliothèque Kandinsky. Et j'avais une question concernant le fond des rencontres de Lure à l'IMEC et comment, en fait, cela pouvait aussi dialoguer avec d'autres fonds lors d'expositions ou même pour les chercheurs dans peut-être des futures bases de données. Parce qu'il y a notamment le fonds de Gérard Blanchard qui est à l'IMEC. Et est-ce qu'il y a des liens qui ont été faits pour l'exposition, des liens possibles ou à envisager aussi dans un futur sur cette question de l'archive? On sait que l'archive dans le graphisme, il me semble, en tant que chercheur, que l'un des problèmes aujourd'hui, en France, c'est qu'elle est particulièrement dispersée entre différentes institutions et qu'un des enjeux, à mon avis, c'est d'essayer de la réunir. Et je voulais avoir votre point de vue sur cette question. Je suis Paul Palacios, donc je vais faire le commissariat de cette exposition. Sur Gérard Blanchard, dont le fond est conservé à l'IMEC. L'intérêt majeur de ce fond, c'est qu'il est complet à l'IMEC. En revanche, la limite, c'est les conditions les conditions d'utilisation des archives sont un peu compliquées là-bas parce qu'on ne peut rien photographier. Il faut tout saisir. Donc c'est un peu contraignant. Voilà. Je trouve que ça demande une organisation et un temps qui est c'est pas du tout pratique. Voilà. Et sur la dispersion, sur l'utilisation du fond des rencontres de Lure, en fait, il est assez dispersé. Il y en a une grande partie qu'on découvre au fur et à mesure au musée de l'imprimerie et de la communication graphique, et d'autres parties qui sont à Forney aussi dans différents fonds. Charles Peignoud, Pierre Leroy, Hollenstein. Donc voilà ce que je peux en dire. Oui, juste pour compléter et sans accaparer le sujet, mais il se trouve qu'on parle des rencontres de Lure.
effectivement, les archives d'une association animée par des bénévoles depuis 70 ans, pour porter un propos un peu plus général, parce que certainement pas que les rencontres de Lure, c'est très compliqué. Il y a suffisamment de personnages importants qui sont passés en rencontre de Lure pour qu'effectivement des dons aient été faits et que c'est pu rentrer dans des collections d'institutions comme les bibliothèques Forney, comme le musée de l'imprimerie. Sur l'histoire plus récente des rencontres, il y a plein, et même plus anciennes. Nous, on est contactés régulièrement par des gens. Là encore, hier, le fils de Jean Dieuze dit on a des photos et des négatifs à nous donner. Nous, on n'a pas de lieu pour stocker. Il y a des photographes qui sont venus aux rencontres de Lure dans les années 50-60 qui sentent que c'est le moment d'essayer de passer le bâton. On ne sait pas très bien comment accueillir ça. Et puis sur les archives plus récentes, il y en a chez plein de membres des rencontres de Lure. Marc Combier a fait un don, mais Evelyne Audureau, Thierry Goutenec, enfin plein de gens des rencontres de Lure ont des archives. Et c'est très compliqué. On n'a pas vraiment d'espace. Donc c'est l'occasion aussi de faire un appel s'il y a des gens, s'il y a des étudiants, s'il y a des étudiants en master qui ont envie de juste déjà de recenser. Nous, on peut donner ces informations-là, mais de faire un travail de cartographie des rencontres, des archives, des rencontres de Lure pour permettre de la recherche sur cette histoire-là. Welcome, parce que vraiment c'est un sujet dont on ne sait pas très bien. Alors il y a eu cette histoire aussi, mais je veux pas rentrer là-dedans, mais du fonds de dotation lié à immatériel.org, qui est encore une autre histoire très compliquée, mais qui est effectivement une façon de valoriser des archives d'associations. C'était une tentative de réponse à cette question-là, de numériser pour rendre accessibles des archives d'associations différentes, sans avoir à les posséder ni à les stocker, mais au moins à les rendre accessibles. C'était très intéressant, mais comme toute aventure humaine, c'est très compliqué, et là c'est pour l'instant un peu plus ou moins au point mort. Voilà. Alors, de 1 et de 2, deux interventions ici, Jean-Michel et Sophie. Bonjour, c'est une discussion qu'on a eu un peu avec Véronique cet été, mais Julie Blanc, pardon, graphiste et développeuse web. Et c'est justement du web que je vais parler parce que comment se préparer aujourd'hui à ce qui va arriver, qui est comment archiver des choses qui ne sont plus matérielles. Et notamment, là on peut parler d'affiches, de livres, mais les sites web, en fait, il n'y a pas de choses matérielles. C'est déjà la question qui se posait sur les CD. Mais il y a aussi quand même tous les réseaux sociaux. On a parlé de la communication qui est parfois difficile dans les villes parce que l'affiche, ça coûte trop cher. Et du coup, on va faire de la communication que numérique qui va se retrouver sur les réseaux sociaux, qui est aussi graphique. Donc, comment se préparer à tout ça, quoi, pour l'archivage? Oui, au-delà des grands opérateurs qui assurent aujourd'hui la collecte du numérique en France, en tout cas. Et qui n'ont pas nécessairement un seul intérêt sur le design graphique, bien sûr. Une remarque? Ouais, une remarque et même une question. Enfin, c'est très compliqué. Enfin, dans tous les cas que vous avez évoqués, par exemple, je pense à Alessandrini, par exemple. Est-ce qu'il y a aussi à la BNU la possibilité de regarder l'auteur est un créateur, mais c'est aussi tous les objets dérivés en fait qui utilisent sa création. Je pense par exemple au label Warp Records qui à un moment a beaucoup utilisé les typographies d'Alessandrini et qui sont presque pour certaines plus connues dans les scènes rêve et compagnie. Est-ce que justement la duplication ou la contamination et des usages en fait est pris en compte dans la conservation? Donc réserver quelque chose par l'héritage. Et l'autre chose, question, moi j'en posais qu'une, alors j'essaye de la trouver là, ça va. Par exemple sur le Miam, ce qui est assez formidable pour les arts modestes, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit que les collectionneurs sont un petit peu malades. En fait, une folie d'accumulation comme Diogène pourrait y aller et de réussir à conserver et de transmettre les choses. Et c'est surtout de regarder comment est-ce que cette accumulation de choses de rien, en fait, fait aussi école. Je pense à l'exposition Metauma sur le Japon qui a eu lieu chez vous, enfin qui était la première exposition traitant du Japon et du manga comme forme
populaire qui a été très décrié, mais en même temps, je pense que ça a été un succès quand j'y étais passé. Et donc, c'est aussi ça, quoi. C'est d'avoir le nez fin pour des objets de la modestie. Qui aurait pensé qu'un jour, on traiterait du cinéma de Godard à l'aune, justement, de la typographie. Je pense qu'à l'époque, c'était un phénomène incroyable, mais c'était le film, et c'était dans un contexte beaucoup plus global. Et maintenant, voilà, on précise. Donc voilà, ma question, elle est... Si vous arrivez à mettre un sujet, un verbe, un sujet, et puis donc un point d'interrogation, mais est-ce que est pris en considération la création, d'où elle part, de quoi elle s'est donc inspirée, souvent d'art populaire, et comment est-ce qu'elle se diffuse? Et est-ce que vous gardez des places dans vos réserves pour cette diffusion? C'est pour... Ok. Moi, je veux bien. Alors, c'est pas seulement de l'accumulation, parce que c'est aussi du rangement. Alors que Diogène, c'est une accumulation qui est un peu chaotique. Donc ça, c'est le premier point. Nous, je reviens sur quand on réceptionne une proposition de donation, pourquoi finalement on la prend ou pas? Est-ce qu'on regarde les auteurs? Nous, c'est assez intuitif en fait. C'est assez. On regarde si on estime que l'ensemble vaut le coup, ou est assez atypique, ou n'a pas été vu. C'est vrai que par exemple des collections de briquets ou de porte-clés, on va pas prendre a priori, sauf s'il y a un thème. On va pas prendre des collections de timbres, par exemple. Donc en fait, il y a un certain nombre de paramètres qu'on n'a pas encore modélisés, qui sont encore du domaine de l'intuition. Et moi, j'aimerais bien, là, on va faire un de mes prochains projets, c'est de faire un gros livre sur les collections du Miam. Parce que comme en plus elles appartiennent à l'association de l'art modeste, qui est un peu l'entité software du Miam, je pense que c'est hyper important dans le but peut-être une donation aux collections de l'État, etc. On n'a pas encore modélisé ce pourquoi on disait OK pour une donation. Mais en fait, on le sait très bien, donc il faudrait aussi qu'on lance une petite auto-recherche là-dessus. Je sais pas si j'ai bien répondu. Alors, pour ce qui est de l'utilisation des caractères de Jean Alessandrini, pour l'instant, on est un petit peu sur la même ligne que Jean Alessandrini lui-même, qui considère qu'en fait, qu'à partir du moment où il avait vendu ses caractères à Hollenstein ou à Typo Gabor, ça lui appartenait plus. Là, il s'est jamais vraiment posé la question de savoir que devenaient ces caractères. Alors, Olivier Ninoy a fait un gros travail de collecte de ces utilisations. Donc, il a montré dans une galaxie Alessandrini qui ont plus d'1 millier d'images. Donc, ce travail est fait. Pour nous, ça nous paraît un peu difficile pour des questions de place, pour des questions de crédit. Et puis voilà, comme je disais, comme Jean considère lui-même que ça ne lui appartient plus une fois que c'est livré, je vous disais, là, on a découvert récemment avec lui, près de 50 ans après, que certains de ces caractères avaient été utilisés par une revue d'arts martiaux. Voilà, ça l'a amusé, mais c'est pas allé beaucoup plus loin, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu peux poser les tiennes. J'ai plein de questions. Je dirais que... Ah oui, il y a une question là. Bon, je laisse mes questions. Pardon. Bonjour, Anna Georges Lopez. Je suis graphiste et membre des Rencontres de Lure. Ça n'a aucun lien, ma question, mais juste comment on se présente. Je me demandais, d'une certaine manière, la collection des papiers de Clémentine m'a amené à me poser cette question, parce que quand on parle d'archives, fatalement, là, on voit des choses qui sont assez historiques. Et enfin, ça rebondit avec la question de Julie Blanc. Comment vous essayez d'imaginer la constitution d'archives contemporaines? Est-ce que vous avez des gens qui vous accompagnent, vu que les formats évoluent extrêmement vite, que quand on a,
Julie, tu as évoqué les réseaux sociaux, mais là, en plus, c'est complètement ouf. C'est verrouillé. Ce sont des contenus qui sont postés dans des choses qui sont propriétaires donc de très grands groupes, les GAFAM, parce que l'audiovisuel, en fait, en France, a été récupéré par la création de l'INA, mais donc, en fait, je sais pas du tout, vous êtes des structures séparées. Est-ce que il y a des gens qui fatalement, le musée de l'imprimerie, c'est sûr que ça va peut-être moins le concerner, mais voilà, je me pose. Voilà, c'est tout. C'est plus une spéculation qu'une question, mais voilà. Donc le même musée de l'imprimerie et de la communication graphique est passé à l'ère numérique il y a quelques années. On a une base de données open source qui n'est pas encore en ligne, qui va bientôt l'être. La question de la collecte numérique se pose depuis plusieurs années, mais de manière plus évidente cette année, puisqu'on a fait l'acquisition de 10 illustrations par 10 illustrateurs et illustratrices du magazine Keyblind de Lyon. Et ce qui a été acquis, ce sont des fichiers numériques. Et donc, pour l'exposition en cours consacrée à Miyazaki et à ses inspirations littéraires, ces fichiers numériques ont été imprimés sur Dibon pour l'exposition. Mais ce que le musée a acquis, ce sont des fichiers numériques. Or, on sait conserver des livres depuis le XVe siècle, des fichiers numériques. Ma question très personnelle de cette année, c'est dans 20 ans... est-ce que notre base de données sera en capacité de conserver encore ces fichiers pour des questions de comptabilité, de mutation de marché, de base de données, quel serveur, voilà. Donc il faudrait qu'on s'inspire notamment des musées d'art contemporain qui conservent ces fichiers numériques sur des disques or. Voilà, donc c'est toute une méthodologie qu'il va falloir qu'on mette en place. Et là, maintenant, comme il y a eu cette acquisition, on est obligé d'y réfléchir et de le faire. En termes d'accompagnement, on n'a pas encore identifié nos futurs partenaires de cette conservation numérique. Je dirais que là, il y a en effet une méthodologie, mais que le numérique n'exclut pas sa propre matérialité. Et que cette matérialité se décline dans un impact aussi environnemental majeur. Il y a des baies de stockage qui chauffent pas mal. Il y a une maintenance qui doit être renouvelée constamment. Oups, ah, ça c'est les karmas qui sont en train de frapper, les karmas du numérique qui sont en train de frapper, mais que le papier se conserve. Enfin, la méthode et la manière de conserver le papier, on la connaît. Bon, elle prend beaucoup de place, c'est vrai, mais elle a une durabilité beaucoup plus solide que le numérique aujourd'hui. Bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Et aussi, je pense que c'est une question de connaissance de cette matérialité numérique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout geek. Complètement. Et nous, au musée de l'imprimerie, on a une base de données parce que mon collègue Pierre-Antoine Lebel code, mais pour lui, il a appris à coder, c'est des compétences personnelles qu'il a. Et donc, par chance, notre documentaliste était en capacité de faire les transferts d'une base à une autre lors des changements de marché de base de données. Donc, c'est aussi des compétences... en formation aussi, d'identification des techniques de gravure. Et il faudrait des formations en conservation beaucoup plus poussées de quoi sont composées nos créations numériques. Oui, donc Sandra Chamaret, toujours directrice de l'école d'art de Cambrai jusqu'à ce jour. Je voulais revenir sur la résidence du MIAM par rapport à la collection de papier d'agrumes. Est-ce que vous pourriez développer la dynamique, enfin déjà comment vous aviez conçu la résidence, quel était le cahier des charges, et quel type de candidature vous avez reçu, peut-être comment s'est effectué le choix,
Comment s'est porté le choix sur ce duo-là? Et ensuite, quelle dynamique ça a apporté au sein de votre collection? Alors apparemment une belle dynamique puisque vous aboutissez à une exposition. Mais est-ce que vous envisagez aussi de refaire d'autres résidences, peut-être sur d'autres fonds? Enfin voilà, quelle est la relation dynamique en gros entre une résidence de chercheurs ou designers contemporains et un fonds d'archives? Alors, la résidence, c'est un projet qui est vraiment commun à Gaël. Tu peux peut-être dire un mot aussi. Et c'est vraiment l'exposition de Modeste et Appliqué. Et en discutant ensemble, qu'on a trouvé qu'il y avait un vrai terrain pour une résidence de recherche, et on a eu l'idée commune. Donc l'appel d'offres, je crois pas qu'il y ait eu de spécificité. C'était voilà, on cherche des designers pour réfléchir sur les collections de papier d'agrumes. Et là-dessus, on a eu combien de réponses à peu près, Gaëlle? Parce que moi, j'ai eu la fin de le top 5 en tout. Je pense qu'on a reçu une vingtaine, peut-être un peu plus de candidatures, dont on en a extrait une première série qui était vraiment très éloignée de nos attentes parce qu'on voulait comme un profil très graphiste, très designer graphique. Et 3 ou 4 à la fin. Moi, oui, sur le 3 ou 4, juste pour la question de la forme à la résidence, on s'est conformé un peu aux pratiques de temporalité, combien de temps, dans quelles conditions d'accueil. Donc, on savait que ça pouvait potentiellement pas être des locaux, des sétois. Donc, voilà, toute la logistique qui autour d'une résidence, on a essayé de la mettre en œuvre. Et juste une toute petite chose pour rendre à César ce qui appartient à César. On a quand même eu la visite de Véronique sur l'exposition Modeste et Appliqué, qui a vu cette collection de pieds d'agrumes, et donc qui assez vite aussi dans les discussions a identifié le potentiel que ça représentait. Et après je finis sur Rovo. Moi, je connaissais leur travail pour avoir travaillé justement sur une commande, sur une production dans le cadre du premier festival Graphims, où ils avaient conçu une installation graphique de plusieurs mètres de long, constituée à partir de témoignages de conducteurs de tramway, à la fois une carte sensible, une installation graphique. Et je connaissais aussi leur capacité à se mettre dans des enjeux un peu sociologiques ou anthropologiques. Donc c'est vrai que assez vite on s'est dit, sans doute on pourrait prendre point de rencontre. Il y a eu un top, je me rappelle moi des 2 derniers, puisque en fait on a quand même hésité pas mal entre Rovo, tu te rappelles, et l'autre personne que moi j'ai vu ici, mais bon, c'est vrai que la candidature de Rovo était peut-être plus complète. Après, on arrive quand même sur des candidats, les 2 ou 3 qui étaient en shortlist, c'est dur quand même de se projeter. Alors sur la question de renouveler, en fait, vous avez compris que c'était le résultat d'une expérience qui a conduit à prendre ces décisions-là. Donc moi j'aimerais beaucoup, parce que ça s'est avéré passionnant, parce que sinon j'aurais pas proposé de faire une expo et d'investir tout le miam. C'est quelque chose qui s'était jamais fait, donc c'était un précédent et tout. Donc j'aimerais beaucoup reprendre comme ça des collections et identifier des collections qui soient au croisement Art Modeste et Appliqué, et relancer des bourses de recherche. Le truc, c'est que on va reparler des financements. Bon, la bourse, on l'a à peu près financée, et encore, il y a un petit vide que, bon, moi j'ai dû, on s'est engagé à combler, parce qu'on peut pas faire un 3/4 de bourse. Et sur l'expo, c'est pareil. Donc on est sur des budgets c'est vraiment difficile de travailler. On y arrive parce mais pour le refaire, voilà, faudrait qu'on soit encore aidé, au moins de la même manière. Mais pourquoi pas? Ça serait. Moi, je voudrais juste ajouter 2 choses. C'est que, évidemment, vous pouvez imaginer que quand on commence dans l'idée d'une résidence de recherche et qu'on se retrouve avec une expo qui va durer 8 mois, ça demande... même un an, on veut une communication nationale, internationale. Enfin bon, après, on se retrouve avec les ambitions du MIAM, qui a des ambitions d'un musée vraiment qui est sur le paysage national aujourd'hui, qui est assez en vue... De plus gros musées. Donc c'est vrai que c'est pas évident de partir d'une expo Modeste et Appliquée, passer à une résidence où on a déjà un budget, et ensuite être sur le
sur une Ouais, expo. en fait, ce que je veux dire, c'est que ça demande aussi à Rovo une très grande agilité. Ça nous demande à nous en tant que lieu de diffusion et de production, mais pour eux aussi, c'est un exercice assez compliqué. Et donc, je reviens sur ce que disait Jean-Michel, sur le fait que nos économies, elles reposent aussi beaucoup sur l'engagement des créateurs, des designers graphiques qui sont souples, généreux de leur pratique et de leur temps. Et juste une chose aussi que je voudrais noter, c'est on a constitué un jury hybride pour cette résidence, dans lequel il y avait à la fois Hervé Di Rosa et Sandrine Nug. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant, parce que c'est pas si simple que ça de rapprocher ces mondes. Alors, avec les arts modestes, ça se passe vraiment bien, mais parfois avec l'art contemporain, c'est compliqué. Oui, bonjour, Catherine Guiral, je suis designer graphique et aussi intéressée par l'histoire du design graphique et des archives. Je rejoins ce que disait Paul sur la question de l'accessibilité aisée ou non à certaines archives. Et là, je vais parler plutôt de la souplesse pour rejoindre Victor et d'autres présents dans la salle, la souplesse des chercheurs. Chercher, en fait, ça s'apprend. Moi, j'ai une formation de designer graphique, donc j'ai appris à chercher en Angleterre, où il y a un confort du chercheur qui n'est pas totalement similaire au confort qu'on peut trouver en France, même s'il y a énormément d'institutions. La BK en premier, mais d'autres aussi, Forney, le musée de l'imprimerie avec qui j'ai pu travailler avec mes étudiants à Lyon. Voilà, il y a toute une espèce d'écosystème qui va de ce que je dirais les moyens pour l'archive. Hein, vous parlez tous de est-ce qu'on va pouvoir conserver, oh là là, on manque de place, et puis la question du numérique maintenant qui évidemment est à la fois tangible et intangible. Il y a aussi les activations de l'archive, hein, cette exposition sur Jean-Luc Godard et je pense un moment clé de l'intérêt renouvelé pour la typographie, le design graphique et la façon dont ces champs s'inscrivent dans l'histoire culturelle. Mais voilà, quoi, il faudra reconnaître ici qu'il y a des choses qui disparaîtront. On ne peut pas tout garder, on pourra parfois essayer de re-rendre visible ou même de rendre visible tout court des choses qui n'ont jamais été montrées et analysées. C'est les grands débats contemporains. Donc moi, c'est pas tellement une question, c'est un commentaire, mais qui invite néanmoins à une interrogation, c'est comment travailler ensemble. Comment dépasser les bisbilles, les fourches codines de l'État qui néanmoins essayent. Et voilà, je pense que si à la fin de cette journée, on arrive à se dire que l'on peut travailler ensemble, vous l'avez évoqué dans la première table ronde, là je vois sur cette table ronde la BK, le MIAM, la BNU, le musée de l'imprimerie, et je me dis, mais vous quatre là, comment vous travailleriez ensemble? Attends, on ne va pas dévoiler, j'ai quelques idées pour la conclusion. Catherine, et je peux rebondir sur ta remarque. Je dirais que l'archive ne dit pas tout, ne dit jamais tout. L'archive est très trompeuse en général. Ce sera peut-être le mot de clôture de cette matinée. Mika, on a une Encore. question. Ah, une question. Une dernière. Rapide. Ah, Gilles. Bonjour, désolé Bonjour. Mika. Gilles Daniel, du coup moi je suis chercheur. J'avais une question qui était très simple. Est-ce que ces expériences-là avec les chercheurs ou les chercheuses, ça vous a amené à changer vos pratiques d'acquisition, de conservation et de catalogage? Je sais pas si ça s'adresse pour moi, ouais. Je vais parler pour le MIAM, donc. Pour le moment, non, ça nous a pas amené à changer nos pratiques, mais qui sont pas super cadré non plus, parce que vous imaginez bien que les inventaires, avec les subventions qu'on a, il faut prendre des gens, inventorier, sortir des réserves, photographier. Donc, disons que ça nous a fait avancer dans la tête, mais pas encore en pratique, malheureusement, faute de grive. Oui, j'ai rien de particulier à dire non plus. Non, ça n'a pas changé nos pratiques, puisque c'est un petit peu le même écosystème. La BNU, bibliothèque universitaire, les étudiants, les enseignants-chercheurs, on connaît. Donc non, ça n'a pas changé du tout nos pratiques.
Moi, je dirais l'inverse, c'est que, en fait, si Paul n'était pas venu au musée de l'imprimerie pour proposer son projet de recherche et qu'on n'avait pas ensemble, d'exposition, et qu'on n'avait pas ensemble fouillé, cherché ou ouvert des boîtes, on n'aurait pas pu mettre en valeur ces archives-là comme on va le faire là, et que donc ça nourrit nos pratiques, et c'est une des raisons pour lesquelles on fait ce métier, je dirais, et parce que en fait, s'il n'y a pas des chercheurs, des étudiants qui viennent nous voir, le temps, le quotidien dans les réserves d'un musée fait que on peut certains champs de nos collections sortent de notre champ de vision en fait, et que ces chercheurs et chercheuses viennent et nous remettent la focale sur d'autres sujets auxquels on n'aurait pas pensé parce qu'on a nos marottes, on a nos passions, et on a aussi le quotidien qui est notamment mangé par et c'est là où le serpent se mord un peu la queue, c'est que nos expositions temporaires nous prennent beaucoup de temps au quotidien sur nos pratiques de conservation, mais en même temps, sans ces chercheurs et chercheuses, nos pratiques ronronnent un peu. Et donc, ce qui va faire l'objet, parce que le musée de l'imprimerie et de la communication graphique va fermer à la fin de cette exposition, le 4 mai 2025, pour réouvrir dans un certain nombre de mois, que je ne donnerai pas parce qu'on fait des travaux de mise en accessibilité du musée qui sera l'occasion d'une nouvelle identité, d'un nouveau nom et d'un nouveau parcours. On croise les doigts. Et donc, on aimerait accentuer ce côté recherche, et notamment réinviter. Alice Savoie avait travaillé au musée de l'imprimerie, et ça avait donné une impulsion qu'on aimerait retrouver au musée de l'imprimerie et de la communication graphique. Pardon, je voulais juste préciser une chose. En fait, pour nous, l'originalité de ce fonds des archives Jean Alessandrini, c'est que c'est à la fois un créateur qui est vivant, c'est un praticien, donc c'est vrai que ça nous ouvre en fait à un autre public. Donc c'est d'où le partenariat qui est indispensable pour nous avec l'espace européen Gutenberg. C'est plutôt là, en fait, pour nous, comme je disais, on est une bibliothèque universitaire, donc le public universitaire, on connaît. Là, on est obligé de s'ouvrir à un autre public et de se poser en fait d'autres questions, qui sont peut-être plus proches des questions que se posent d'habitude les musées. Tu souhaites que je réponde à la question, Gilles, pour l'ABK? Je vais te donner une réponse diplomatique. Bien sûr que ça change les pratiques, terriblement, terriblement. Mais je trouve que ce changement-là, c'est toujours une totale négociation perpétuelle entre parce que on a des métiers différents, on a des archivistes, des bibliothécaires, des chercheurs, des interlocuteurs divers et variés, et je rebondis sur ce que vient de dire Catherine. Il faut trouver une langue commune. Voilà. On a pris un tout petit peu de retard. Merci encore à vous trois, merci à vous toutes et tous.